Encore 3 secondes. Voilà, parfait. Tout le monde n'est pas Bien. encore là. Alors là, Les nous 19. allons essayer d'aborder justement le sujet principal de la paracha de Nassau, qui est à la fin de la paracha, l'inauguration du Mishkan. N'est-ce pas? Alors l'inauguration du Mishkan, elle se fait pas du tout de la même manière dont nous avons déjà étudié dans tous les autres livres. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? L'inauguration du Mishkan, comme je l'ai dit souvent, est un événement cardinal dans la Torah qui est décrit de façon très différente à chaque fois. Et alors, voyons comment est-ce qu'il est décrit ici. Donc, on nous dit que le jour de l'inauguration du Mishkan, Moïse a fini de le construire. C'est la première phrase. Et on a dit aussi que le Misbéach était donc un élément du Mishkan qui était mis en exergue. Il y avait le Mishkan et le Misbéach, alors qu'en principe, le Misbéach fait partie du Mishkan. Et alors, on nous dit que les 12 représentants des tribus, qui d'ailleurs ont été décrits la semaine dernière, dans la paracha de la semaine dernière, ils amènent des cadeaux. Et d'abord, il y a ce mot-là, Vayakrivu. Rappelez-vous bien de ce mot, Vayakrivu. Vayakrivu, ça veut dire qu'ils se sont approchés. C'est un mot que l'on retrouve dans des situations extrêmement particulières et qu'on peut toutes relier entre elles. On va voir tout à l'heure comment est-ce qu'on peut relier cela à l'histoire des filles de Tselophrad, qui, chez eux aussi avec le mot Vatikravna. Il y a aussi l'histoire de Pessar Sheni, où des gens qui n'ont pas pu faire Pessar parce qu'ils étaient impurs ont exigé de refaire Pessar et on leur a permis de faire ça le mois d'après. Il y a d'autres endroits où le mot Vayakrivu, ça signe une initiative humaine qui n'a pas été ordonnée jusqu'à présent et qui vont poser problème à Moïse. Quel est le problème posé à Moïse ici? C'est que ce jour-là, les représentants des tribus viennent chez Moïse et ils disent, voilà, on est venu, on a des cadeaux. On a des cadeaux. Ah, quels cadeaux? Alors, ils ont plein de cadeaux. Ils ont par exemple 6 charrettes. Là, ils sont 12. Ils ont emmené 6 charrettes. Donc, ils se sont cotisés. 6 charrettes avec 12 bœufs. Donc, chaque charrette pouvait être tirée par 2 bœufs. N'est-ce pas? Donc, voilà un cadeau, un énorme cadeau. Et Moïse ne sait pas quoi faire de cela. Rien n'avait été prévu à ce sujet. Dieu dit à Moïse, Kach meitam, prends-les, prends ce qu'ils t'ont donné. Si le texte dit ça, ça veut dire qu'il y a eu un doute chez Moïse. Il ne savait pas quoi faire avec ça. Parce que c'était quelque chose qui se passait et qui n'avait pas été prévu dans le programme. Donc voilà une description assez bizarre de l'inauguration du Mishkan. Tout ce que nous avons vu jusqu'à présent dans l'inauguration du Mishkan, tout était prévu. Soit les Kohanim, soit Moïse, tout était déjà tout prévu. Mais là, le jour de l'inauguration du Mishkan, ce sont les Nessiim, 12 Nessiim qui arrivent avec des gros cadeaux. Et Dieu dit, prends-les, justement, on va en avoir besoin. Tu sais, quand on doit transporter le Mishkan, une fois qu'il est démonté, eh ben, c'est très lourd à porter tout ça. Eh ben, tu vas donner ces charrues et ces bœufs justement aux Lévi'im qui vont pouvoir placer dessus toutes ces grosses pièces comme les grands piliers de bois, les kerachim qui sont très lourds, les adanim qui sont très lourds, les tentures qui sont très lourdes. Tout cela, nous allons les mettre sur ces chariots. Et voilà, ne t'inquiète pas, ça va servir. Donc c'est Dieu qui va chez Moïse, alors que Moïse est tout à fait perplexe en disant, mais qu'est-ce qui se passe? C'était pas prévu, on n'a pas le droit de rajouter des choses à la Torah. Hein. Ah ben, oui, voilà une initiative privée qui viennent des représentants du peuple, les 12 représentants du peuple, et qui non seulement va être acceptée, mais va être acceptée par Dieu et elle va servir à quelque chose qui est très, très utile, comme si Dieu n'avait pas prévu comment faire pour transporter le Mishkan. Est-ce que c'était jusqu'à présent qu'il fallait le transporter sur les épaules, à la main? Mais là, il va y avoir justement une utilisation et on se demande qu'est-ce qu'il y aurait pu avoir s'il n'y avait pas eu ce gros cadeau initié par les 12 représentants des tribus. Non seulement cela, il va y avoir d'autres cadeaux.
Vahi makriv bayom harishon. Ils ont encore d'autres cadeaux à apporter. Et alors, ils veulent tous les apporter d'un coup. Et Dieu dit, non, non, non. La suite des cadeaux, faites-les. Chacun doit faire un jour différent. Ça veut dire que vous êtes 12. Pendant 12 jours, nous allons recevoir vos deuxièmes cadeaux. Quels sont ces deuxièmes cadeaux? Alors, il y a ici la description. Le premier jour, le représentant de Yehuda, qui s'appelle M. Narshon ben Aminadav, a apporté ses cadeaux. Et on fait la liste des cadeaux qu'il a apportés, ce monsieur président de la tribu de Yehuda, au nom de tous ses frères de Yehuda. Et une fois qu'on va décrire tous ces cadeaux, on va passer au second. Le deuxième jour et le troisième jour, etc., ça va faire que la paracha est très, très, très longue parce que nous allons décrire les cadeaux de chacun des chefs de tribu. Et chacun, ça se passe un jour différent un jour le lendemain, n'est-ce pas? Ça va prendre une place terrible dans la paracha, au point qu'il est très difficile de continuer à écouter la paracha à la synagogue, soit commencer à discuter avec son voisin, soit s'endormir, soit sortir de la synagogue, soit de commencer à rêvasser. On ne peut plus suivre tellement c'est répétitif. Il y a 12 textes, pratiquement les mêmes. Pourquoi? Parce que tous les cadeaux sont identiques. Si au moins il y avait une petite différence entre les cadeaux, ça aurait été peut-être intéressant, mais c'est identique. Alors je vous ai fait ici un tableau récapitulatif de tous les cadeaux. Alors d'abord, nous avons vu les cadeaux des 6 chariots menés par 12 bœufs. Bien. Ça, Dieu dit, très bien, prends-les, on va les donner aux Lévites. Mais ensuite, chaque jour, pendant ces 12 jours, ils vont apporter chacun un plateau en argent, un versoir en argent, une cuillère en or où ils vont mettre de la ketoret, c'est-à-dire de l'encens, plein d'encens. Ce qui pose énormément de problèmes au niveau ilchatique. Vous savez qu'on n'a pas le droit de fabriquer de l'encens alors en dehors du temple et en dehors de la fabrication de l'encens faite auprès des Kohanim. Et là, on voit que des gens qui sont j'allais dire, de la société civile fabriquent de l'encens et l'amènent au Beth Amikdash. Ça n'a posé de problème à personne. Alors que la même chose chez Nadav et Abihu a créé un drame puisqu'ils sont morts. Ensuite, ils amènent des sacrifices, comme si ces 3 beaux cadeaux en métal ne suffisaient pas. Ils amènent des sacrifices. Et pas n'importe quel sacrifice. Chacun va amener un taureau, un eyal, c'est-à-dire je ne sais pas ce que c'est un eyal en français, disons un bélier, un keves, c'est un mouton. Ça, c'est pour un ola, c'est-à-dire un korban ola. Ils vont amener un korban khatat, expiation de faute, un seirizim, une brebis. Ensuite, ils vont amener en plus, chacun, 2 bœufs, 5 Eyal, comment j'ai traduit Eyal, bélier, 5 chèvres tachetées et 5 moutons. C'est énorme. Et tout ça doit être amené. Ils ont amené. Chacun amène exactement la même chose, donc ça fait 12 fois tout ça. Et la Torah ne va pas ne manquer de faire le total de tout ça. Ça a fait par exemple 60 béliers, 60 moutons, etc. Et tout ça, ça a duré pendant 12 jours. Et à la fin de la paracha, nous disons, et lorsque Moïse rentrait, il pouvait aller jusqu'au Saint des Saints, et lorsqu'il était au Saint des Saints, alors Dieu lui parlait. Voilà, fin de la paracha. Et alors, c'est là que je voudrais proposer, de façon claire et précise, la différence qui existe à propos d'un seul événement, qui est encore une fois celui de l'inauguration du Mishkan, qui est décrite dans les 3 livres de Shemot, Vaikra, Bamidbar de façon très différente, et à travers ça, de comprendre quelle est la signification de notre livre de Bamidbar. Alors, à propos de cette fête qui est l'inauguration du Mishkan, bon, c'est vrai que le Mishkan est construit dans le livre de Shemot, mais à la fin du livre de Shemot, Moïse est censé construire lui-même tout le Mishkan, c'est-à-dire le mettre en place. Donc, la personne la plus importante qui va s'occuper de mettre en place le Mishkan, c'est Moïse, dans le livre de Shemot. Par contre,
quelles sont les personnes qui vont s'occuper, qui vont être agissants pendant cette inauguration du Mishkan dans le livre de Vaïkra. Ça va être les Kohanim. Rappelez-vous, dans le livre de Vaïkra, il fallait introniser les Kohanim, il fallait les laver, il fallait les habiller, il fallait les faire faire une préparation de 7 jours, il fallait qu'ils rentrent de manière très particulière. Justement, il est arrivé une tragédie aux enfants de Aaron qui ont amené des choses par initiative, qui ont une initiative personnelle qui n'était pas adéquate, ils sont morts. Bref, c'est vraiment une histoire de Kohanim, l'histoire de Vaïkra. Et voilà que le même événement est raconté dans notre livre de Bamidbar, sans Moïse pratiquement, à part le dernier verset que nous venons de voir et le premier, mais tout ce qui se passe dans l'inauguration du Mishkan, c'est fait par ces fameux 12 représentants du peuple. Alors, quand est-ce que ça s'est passé? Pour le livre de Shemot, c'est clair, l'inauguration du Mishkan a eu lieu le premier Nissan, un point, c'est tout. Pour le livre de Vaïkra, effectivement, le premier Nissan, Moïse a fini de le construire, ce Mishkan, mais il va y avoir pendant 8 jours une inauguration qui va durer 8 jours. 7 jours de préparatifs, 7 jours où il y aura des sacrifices, 7 jours où les Kohanim seront au temple, jusqu'au 8e jour, qui sera le jour, l'apogée de cette inauguration. Et donc, cette inauguration va durer 8 jours. Dans le livre de Bamidbar, après le fait de dire que ça a été juste après que Moïse et le premier Nissan, enfin, on ne parle pas du premier Nissan, on le suppose, que Moïse a monté le temple, cela va durer 12 jours. 12 jours. Ça va durer 12 jours. Et on ne va pas parler de l'inauguration du Mishkan, on va plutôt parler de l'inauguration de l'autel. Rappelez-vous tout à l'heure, on l'avait mis en exergue. Pourquoi? Parce que l'autel extérieur est le seul élément que l'on peut apercevoir que le peuple peut apercevoir en étant dehors. Puisqu'on voit le feu qui descend, c'est l'ustensile où le peuple a accès, puisqu'on peut amener nos sacrifices sur l'autel, on voit le feu descendre sur l'autel. Donc, si vous voulez, l'autel est l'élément le plus important dans le livre de Bamidbar, et lors de son inauguration, étant donné que c'est ce qui importe dans le livre de Bamidbar, ce n'est pas Moïse, ce n'est pas les Kohanim, c'est le peuple lui-même. Donc, on a dit combien de temps ça dure? 1 jour, 8 jours ou 12 jours, selon. On est dans le livre de Shemot, dans le livre de Bamikra ou le livre de Bamidbar, ça dépend. Pour qui on est en train de fabriquer le Mishkan? Le Mishkan du livre de Shemot est fabriqué uniquement pour Moïse, parce que Moïse doit recevoir la parole de Dieu. Or, Dieu, pour lui parler, va lui parler entre les deux chérubins dans le Saint des Saints. Et comme Dieu a l'habitude de parler à Moïse en privé au mont Sinaï, et bien là, il veut pouvoir continuer à lui parler, même s'il n'est pas au mont Sinaï. Donc, on a construit le Mishkan pour que Moïse puisse recevoir la parole de Dieu en dehors du mont Sinaï, et donc dans le Mishkan. Donc, le Mishkan, c'est un mont Sinaï portatif, n'est-ce pas, en kit, que l'on peut reconstruire n'importe où, et là, Dieu peut parler à Moïse. Donc, le but de la construction du Mishkan pour le livre de Shemot, c'est que Dieu puisse parler à Moïse, continuer à lui parler, continuer à lui donner que Moïse reçoive la parole de Dieu. Dans le livre de Vaïkra, pas du tout. La construction du Mishkan était faite pour les Kohanim, qui sont des représentants de Dieu, et qui doivent recevoir les sacrifices que peut apporter les gens, c'est-à-dire d'être les intermédiaires entre Dieu et le peuple. Donc, les Kohanim étaient effectivement les personnages les plus importants dans le livre de Vaïkra, puisque c'est eux qui étaient les représentants de Dieu vers le peuple. Dans notre livre de Bamidbar, quelles sont les personnes qui sont impliquées, si j'ose dire, dans le fonctionnement du Mishkan? Ça ne va pas être les Kohen, ça ne va pas être Moïse, ça va surtout être les Lévis, la tribu de Lévi. Nous n'avons jamais parlé des Lévis, pratiquement, jusqu'à notre livre de Bamidbar. Or, les Lévis ont une fonction extrêmement importante. Ils vont seconder les Kohanim, ils vont déplacer c'est eux qui vont porter les Mishkan, ils vont le transporter. Ils vont transporter non seulement le Mishkan, ils vont transporter la loi,
puisque c'est eux qui vont être les instituteurs pendant de longs siècles dans le peuple d'Israël, les Lévites seront porteurs de la loi, seront transmetteurs de la loi et seront ceux qui vont enseigner la loi au peuple. Ces Lévites même, je vous rappelle, sont des représentants du peuple au niveau du tabernacle. Donc nous avons, si vous voulez, un Mishkan qui a trois facettes. Une facette, c'est Moïse qui parle avec Dieu et c'est tout. Deuxième facette, il y a les Kohanim, les Kohen, qui sont représentants de Dieu sur terre. Et troisième facette, nous avons les Lévis, qui sont les représentants du peuple face à Dieu, face au Kohen. Donc nous avons ici plusieurs éléments qui se mettent en place et chaque livre décrit quelque chose de totalement différent l'un de l'autre. Ça ne se contredit pas trop, mais quand même, c'est assez surprenant. Alors les rabbins dans le Talmud vont essayer de raconter une seule histoire qui va tout mettre en place ensemble, mais nous voyons que le livre de la Torah est séparé en plusieurs livres parce que chaque livre décrit sous différents angles le même événement. Et un même événement, un même objet va être décrit sous des angles très différents. Alors vous m'entendez dire ça très souvent, pour vous ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais allez dire ça à quelqu'un qui est en dehors du cours, vous allez voir il va vous regarder avec des yeux grands ouverts, parce que le Talmud a si bien fait des choses qu'il nous donne l'impression que tout ça, ce n'est qu'une seule manière de voir, et tout s'est passé en même temps, et qu'il n'y a pas de différence entre les livres. Or, il suffit simplement de lire les livres pour se rendre compte que chacun décrit la même situation, mais d'une manière extrêmement différente. Quel est le but de la construction du Mishkan pour le livre de Shemot? C'est tout simplement, comme on l'a dit déjà, transmettre, pouvoir perpétuer la parole de Dieu à Moïse, ou bien pour le livre de Vaïkra, pour recevoir les sacrifices, et pour le livre de Bamidbar. Maintenant que nous avons lu notre paracha, il se trouve que le Mishkan a une fonction d'unification du peuple. On l'avons déjà vu la semaine dernière, puisque tout ce peuple a construit intentionnellement, de façon plurielle, n'est-ce pas, disparate, en insistant sur la différence de point de vue de chacun qui compose le peuple, il doit en plus y avoir une unité. Et celui qui va unifier le peuple, c'est le Mishkan. Donc le Mishkan a une première fonction exogène, si j'ose dire. C'est une fonction qui va servir ce qui se passe à l'extérieur du Mishkan. Et nous avons vu, grâce à nos 5 petits points, que le Mishkan aide à faire fonctionner le peuple qui est autour du Mishkan, en essayant d'être le point de réparation de plusieurs problèmes, des problèmes intimes, des problèmes de couple, des problèmes de voisinage, des problèmes de vol, des problèmes pénaux, des problèmes civils, des problèmes psychologiques. Le Mishkan est là pour remplir aussi la fonction d'unification et de upgrader le peuple et pouvoir s'occuper d'un peuple qui doit être en permanence envers lequel on est très exigeant, et donc il doit être sur la brèche en permanence. Et donc le Mishkan vient les aider. Et notre livre de Bamidbar décrit le Mishkan non pas de façon endogène, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe à l'intérieur et comment est-ce que il va falloir faire un service à Dieu au Mishkan, mais c'est plutôt le service que rend le Mishkan au peuple. Hein? Quel est l'endroit dans le Mishkan le plus important? Dans le livre de Shemot, évidemment, l'endroit le plus important, c'est le Saint des Saints, c'est entre les deux chérubins, là où Moïse va recevoir la parole de Dieu. C'est évidemment l'endroit le plus saint qui est décrit comme étant l'endroit le plus important dans le livre de Shemot. Et ça rentre bien dans notre description. Dans le livre de Vaïkra, quel est l'endroit le plus important? Ça va être le Misbéach et le Ohel, là où les Kohanim travaillent. Là où ils allument la menorah, ils amènent la Ketoret, et dehors, là où il y a les sacrifices, là où ils vont faire la bénédiction du peuple, etc. Dans notre livre de Bamidbar, l'objet le plus important, c'est l'objet qui est relié directement au peuple, puisque le peuple est là pour pouvoir apporter des sacrifices
voir la présence de Dieu. Ils sont en contact avec surtout cet élément visible, pratiquement visible, le seul élément visible de tout le Mishkan, puisque tout le reste est caché. Pas. Donc, on va parler de Hanoukat à Misbeyar. On va inaugurer, pas le Mishkan, mais on va inaugurer le Misbeyar. Et effectivement, toutes les choses qu'ils vont apporter, les Nessiim, ce sont des choses qui sont utiles aussi au Misbeyar, à part la Kétoret. Mais ça, la Kétoret, ils vont le donner aussi au Kohen. Bien. Et donc, nous nous retrouvons avec la spécificité, l'essai, la proposition que je fais de spécifier chaque livre. Le livre de l'Exode, le livre de Shemot, c'était mettre les conditions sine qua non pour avoir un peuple, c'est-à-dire, un, qui ne soient pas des esclaves, donc on les a fait sortir d'Égypte. Deux, on leur a donné une loi pour leur donner un but et un contenu dans leur comportement et donner la direction générale. Troisième chose que nous avons dans le livre de Shemot, nous avons construit, puisque c'est un livre où nous construisons les moyens d'agir, c'est-à-dire nous donnons les moyens de base pour pouvoir construire ce peuple, il fallait aussi construire ce Mishkan, qui est donc la présence de Dieu dans le peuple. Donc le livre de Shemot, en fait, c'était les conditions sine qua non pour qu'il y ait un peuple dans lequel va résider Dieu. Le livre de Vaïkra s'occupait plus particulièrement des problèmes individuels, des problèmes de sainteté, des problèmes de pureté, des problèmes psychologiques, des problèmes des gens qui avaient des problèmes psychologiques, comment est-ce qu'ils pouvaient les résoudre, en quoi est-ce que le Cohen pouvait les aider. Mais c'était des problèmes individuels qui étaient traités sous l'angle de mitzvot, c'est-à-dire de commandements assez secs, si vous voulez, des commandements avec des listes de commandements. Maintenant, le livre de Bamidbar, son sujet, ce n'est pas l'individu, c'est le peuple en entier. Comment organiser le peuple d'Israël pour pouvoir rentrer en Israël, sur la terre d'Israël. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire rentrer ce peuple-là sur la terre d'Israël pour remplir sa fonction première sans l'avoir, le fait sortir d'Égypte, lui donner un programme, permettre à chacun d'accéder à ce qu'on appelle la sainteté, n'est-ce pas? C'est-à-dire mettre chacun sur orbite, si j'allais dire, le mettre sous tension, brancher chacun, c'est le livre de Vaïkra, et Bamidbar, c'est comment organiser cette tension à l'intérieur même du peuple d'Israël, qui doit donc répondre à deux impératifs. Un, exprimer toutes les manières d'être humaines, c'est représenter toute l'humanité, et deuxièmement, fabriquer un seul peuple, n'est-ce pas? Donc, si on décrit ces trois livres comme je l'ai fait, on se rend compte qu'il y a une progression entre le livre de Shemot, ensuite Vaïkra et ensuite Bamidbar. On n'a pas créé l'unité du peuple sans avoir d'abord construit le Mishkan. Parce que certaines personnes pourraient penser, par exemple, écoutez, si l'essentiel c'est d'unir le peuple, nous, on va trouver des sujets d'unification du peuple. On va, par exemple, dire que nous sommes tous pour tel ou tel principe et construire notre unité. L'unité n'est pas imposée par le peuple, l'unité est imposée au peuple par Dieu. Donc, il fallait d'abord construire le Mishkan avant de construire le peuple autour du Mishkan, n'est-ce pas? Et donc, même si ce Mishkan ensuite va les aider, même si c'est un poids pour eux, on peut considérer le Mishkan comme étant un poids. Comme j'ai dit tout à l'heure, noblesse oblige, ou bien difficile liberté, comme disait Lévinas et Zichrono Livracha, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de difficile et d'exigeant, n'est-ce pas? Et il y a donc le livre de Bamidbar qui va s'occuper de la société israélienne. Ça va être de la politique au bon sens du terme et au mauvais sens du terme, puisqu'on a aussi des problèmes politiques tels que nous les avons aujourd'hui. Nous allons avoir des problèmes de transport, de comment est-ce qu'on se transporte. Tout ça, former ce peuple sur le plan individuel et sur le plan national avant de pouvoir entrer en Israël, où là-bas, on va devoir mettre en place énormément de choses et faire fonctionner ce peuple vraiment dans son espace adéquate, qui est la terre d'Israël. Mais avant l'entrée en Israël, qui va se passer donc à la fin du livre de Bamidbar, il fallait mettre tout cela en place.
Voilà. Donc, j'ai essayé de montrer que notre paracha de Nassau est un exemple même typique de tout le livre de Bamidbar, où nous allons voir des problèmes que nous avons déjà décrits dans d'autres livres. Mais ici, nous allons les voir sous un aspect totalement différent, qui est l'aspect de la confection d'un peuple qui soit sain, euh, qui soit sainement constitué, j'allais dire, afin de pouvoir supporter sa mission, qui est la présence de Dieu en son sein. Donc la présence du Mishkan au sein du peuple va être à la fois un moyen d'unification, un moyen de réparation de problèmes individuels, de couple, de société, mais aussi va exiger de tout ce peuple d'avoir un comportement encore plus exigeant, encore plus élevé que ce qui est demandé à quelqu'un d'autre. Donc, ce peuple va être, on va être beaucoup plus exigeant vers lui, et tout cela va permettre, à la fin du livre de Bamidbar, de rentrer en Israël. Vous allez me dire, qu'est-ce qui se passe au niveau de Sefer Devarim? Dans le livre de Devarim, on ne parle pas du tout du Mishkan. Ça résout le problème. Dans le livre de Devarim, le mot Mishkan n'existe pas. Il est remplacé par un autre élément de tout le Mishkan. Ça va être uniquement le Aaron, c'est-à-dire le tabernacle, là où les tables de la loi sont mises. On ne va pas parler du Mishkan, on va parler du Aaron. Mais c'est une autre histoire, on le verra dans le livre de Devarim. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je m'excuse que ce cours a été coupé en deux sur le plan technique. Et voilà, j'espère que je vais ouvrir les micros pour ceux qui le désirent, poser certaines questions. Et on vous remercie encore une fois. Aujourd'hui, c'était Rosh Chodesh, donc Shabbat Shalom aussi. À bientôt.